Bonjour à toutes et à tous. Merci de bien vouloir prendre place de façon à ce que nous puissions débuter cette session 14. Vous en connaissez le thème, produire dans un monde de ressources rares. Pour ça, elle va se passer de façon assez classique par rapport, disons, aux habitudes des rencontres d'Aix, avec tout d'abord une introduction de Philippe Chalmin, qui est professeur d'histoire économique à l'Université de Paris-Dauphine et aussi coordonnateur de l'ouvrage annuel Cyclope, et auteur de nombreux ouvrages par ailleurs. C'est Philippe qui va donc dessiner la toile de fond de notre débat. Après interviendront nos intervenants, et tout d'abord Christelle Bory, qui est PDG du groupe minier et métallurgique Eramet. Ensuite, Madame Makoma Lekalakala, qui est la directrice de la branche sud-africaine d'une ONG qui s'appelle Earthlife Africa, qui sera en distanciel, donc nous la verrons à l'écran, elle est là. Lui succédera Jean-Philippe Puig, directeur général du groupe agroalimentaire Avril, agro-industrie. Ensuite, Patrick Bléton, président exécutif du groupe SOR, qui est évidemment un acteur important dans l'eau. Et enfin, le panel sera conclu par Weiying Zhang, qui est un économiste chinois, qui est professeur à l'université de Pékin, qu'on surnomme d'ailleurs le Friedrich von Hayek chinois. Philippe, tu es un peu le Friedrich von Hayek français. C'est toi qui ouvre le débat et nous t'écoutons. Bien, merci. Le temps du monde fini commence. Combien de fois n'avons-nous utilisé cette célèbre phrase écrite par Paul Valéry dans les années 30 qui ne visait pas du tout le temps des ressources naturelles, qui rappelait simplement qu'à cette époque, les dernières terra incognita de la planète avaient disparu. Mais de manière plus récente, nous avons réutilisé cette phrase. Souvenez-vous, dans les années 70, le rapport Halte à la croissance du Club de Rome qui nous prédisait qu'à la fin du siècle, c'était le XXe siècle, il n'y aurait pratiquement plus de ressources minières, qu'il n'y aurait plus de pétrole et que la famine régnerait dans les grandes villes et dans les grandes métropoles du tiers-monde. Nous en avons encore parlé, souvenez-vous, dans la crise des années 2008-2012. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, de manière peut-être un petit peu différente, mais la conjonction à la fois de la pandémie et puis du rebond post-pandémie, et maintenant de la guerre en Ukraine, a provoqué de véritables chocs sur les marchés de l'énergie, sur les marchés agricoles, sur les marchés des minerais et métaux et très largement des matériaux industriels. Ces chocs, dans une certaine mesure, ils font système. Vous savez, en philosophie, on dit que chaque élément d'un système est ce qu'il est par sa relation avec les autres. Eh bien, c'est un petit peu vrai. Nous avons effectivement, issu finalement de la crise climatique et aussi des mutations dans nos modèles de consommation, nous avons une crise énergétique. Cette crise énergétique accélère la transition énergétique, ça c'est positif. Elle implique une demande supplémentaire d'un certain nombre de matières premières liées en particulier à l'électrification de nos modèles de transport. Elle pose aussi la question des agrocarburants et donc elle est indirectement liée, peut-être de manière excessive d'ailleurs, à la crise alimentaire. En ce printemps, nous sommes déjà sur l'été 2022, mais en ce début de juillet 2022, nous avons assisté à une flambée des prix de l'énergie. Certes, le pétrole est un peu retombé, mais suivez les prix du gaz, suivez les prix du charbon, suivez aussi, en Europe en particulier, les prix de l'électricité. Et puis, pour l'agriculture, bien entendu aussi, les prix des engrais. Nous assistons aussi à une forte flambée
de ce que j'appelle les métaux électriques, le lithium, le cobalt. Alors le nickel, Christelle Bory en parlera peut-être, nous a fait quelques petites folies. Il est monté jusqu'à 100 000 $ la tonne, ce qui était totalement irréaliste. Il est retombé depuis, mais on sait que dans la variété du nickel utilisé pour les batteries, nous vivons quand même quelques tensions. Et puis, comment ne pas oublier d'autres métaux, l'étain utilisé en particulier dans les soudures, pour les semi-conducteurs, les platinoïdes, le palladium que vous utilisez dans les pots catalytiques de vos voitures, etc. Enfin, nous vivons aussi les tensions agricoles. Alors là, l'Ukraine joue un rôle non négligeable, mais pas seulement, il y a aussi la montée en puissance de la consommation chinoise et l'on parle, de manière peut-être un peu excessive, de crise alimentaire mondiale, au moins en ce qui concerne un certain nombre de pays importateurs. Il y avait un slogan dans les années 70, au temps de halte à la croissance, dans les plaines américaines, on disait A barrel against a bushel. Un baril de pétrole contre un boisseau de blé. Nous n'en sommes pas là, mais au fond, on n'en est pas trop loin. On reparle maintenant de thèmes que l'on avait un peu oubliés, ceux de souveraineté alimentaire, ceux de souveraineté énergétique, ceux de souveraineté dans nos approvisionnements en matières premières. Bien entendu, les choses ont changé. On essaie d'éviter les fossiles. La mine fait peur, on le sait. Et les bons esprits poussent de hauts cris quand on leur parle d'intensification agricole. Vous le voyez, au fond, nous sommes dans une situation où quelque part il nous faut résoudre la quadrature du cercle. Alors reprenons quelques éléments. Des ressources rares, est-ce bien vrai ? En réalité, lorsque l'on regarde l'état des réserves de la planète, force est de constater que la rareté n'est pas totalement à l'ordre du jour. Je vais prendre simplement ce qui fait les métaux de la batterie que certains d'entre vous ont peut-être utilisé malgré la chaleur à Aix pour venir en vélo. Eh bien, le lithium, 100 000 tonnes à peu près de production mondiale, des réserves qui sont estimées à 22 millions de tonnes. Le cobalt, 170 000 tonnes de production mondiale, des réserves un peu moins importantes, mais quand même de 7,6 millions de tonnes. Et vous avez tous entendu parler des terres rares, cette quinzaine de métaux que l'on retrouve dans certains nombres d'applications comme les aimants, etc. La production mondiale est de l'ordre de 280 000 tonnes. Et en fait, nous avons 120 millions de tonnes à peu près de réserves. Le véritable goulot d'étranglement, il est moins sur les ressources minières qu'il n'est sur les capacités métallurgiques. Et c'est bien là que se pose le problème lorsque l'on veut produire du carbonate de lithium, lorsque l'on veut produire des terres rares, etc. Tout dépend, bien entendu, aussi des usages. Et on sait très bien que ce qui est stratégique aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Je vous en donnerai un exemple historique, c'est l'étain. L'étain fut un des grands métaux de la deuxième révolution industrielle, celle de la fin du 19e, parce que l'étain, ça servait à faire du fer blanc, et qu'avec l'invention de M. Appert, nous avions découvert la boîte de conserve. Aujourd'hui, la part d'étain qui passe en fer blanc est relativement limitée, et on pourrait se dire l'étain, c'est un métal du passé. Eh bien non, plus de la moitié de l'étain mondial est utilisé dans les soudures, dans l'électronique, et l'étain a été en 2021 le métal qui a le mieux performé de tous les grands métaux non ferreux. Voilà déjà ce qu'il en est, je dirais, des réserves. Alors bien entendu, il faut produire. Et c'est là où l'on découvre quelque chose. C'est que le temps de la mine, le temps de l'agro-industrie est un temps long. Il faut 10, 15 ans peut-être, souvent plus, pour développer un projet minier, pour développer un projet agro-industriel, from scratch, greenfield comme on dit, et ceci avec des aléas de cadres juridiques souvent fluctuants, de contestations. Les tensions sur le lithium, on a bien vu que la Serbie a refusé, le peuple serbe a refusé de développer ce qui aurait été la principale capacité de production de lithium en Europe. Le Pérou, la Mongolie ont montré les mêmes problèmes face au cuivre.
c'est aussi, bien entendu, l'instabilité des prix. Nous sommes sur des marchés de matières premières dont la nature profonde et l'instabilité. Christelle Bory, dans le nickel, le sait, puisque le nickel, alors je prends les extrêmes, s'est baladé sur les 15 dernières années entre 3 000 et 100 000 $ la tonne. Il est assez difficile de faire un projet qui va peut-être prendre 15 à 20 ans à se développer, avec la contestation d'ONG diverses, etc. Et puis toutes les incertitudes sur tous ces marchés. Alors on a aussi, oui, il faut que j'accélère, on a aussi des perspectives comme dans les années 70 où on s'était dit, ah mais c'est vrai, il y a des tas de ressources au fond des océans, ce sont les nodules polymétalliques, ça revient à la surface, on en verra. On a tendance, puisqu'il faut parler ressources, j'avais tendance à me concentrer sur la mine et les fossiles, mais que dire aussi de tous les développements dans les biotechnologies, adapter la production agricole au développement, au changement climatique, et faire attention aussi à ce que, à force de vouloir tout verdir, comme c'est le cas aujourd'hui en Europe, on ne finisse dans le noir, et cette fois-ci le noir de charbon. Alors, il y a bien entendu... Je prends 2 minutes. Attention Philippe, le temps est une ressource rare aussi. Je le sais. Mais je suis en train de chercher, je ne vois pas le minuteur, c'est pour ça. C'est un minuteur vivant et il s'échine à te faire des signes. Alors, un mot quand même de l'économie circulaire, parce qu'elle est très importante. Elle est déjà une réalité. Savez-vous que la production minière de plomb, c'est 4,6 millions de tonnes. La production de plomb raffiné, c'est 12,9 millions de tonnes. Ça veut dire que 2 tiers de votre plomb, c'est du plomb circulaire qui est déjà réutilisé. Sur le cuivre, c'est moins important. Nous récupérons 70% de notre papier. À l'avenir, probablement saura-t-on recycler les batteries électriques. Ce sera plus complexe sur les petits métaux. Et là aussi se pose la question de l'instabilité des prix non seulement des matières premières, mais aussi des matières secondaires. Dans le domaine agricole, Jean-Philippe Puig va en parler, c'est toute la valorisation de la biomasse à partir de produits agricoles, mais aussi de déchets agricoles, forestiers, ménagers, etc. En conclusion, et ça y est, je termine. En conclusion, vers la fin du XXIe siècle, Alta la croissance nous disait vous allez manquer de tout à la fin du XXe. Eh bien, à la fin du XXIe siècle, oui, effectivement, nos ressources seront rares, mais nous aurons profité de ce siècle pour gérer toutes ces transitions qui commencent maintenant. J'ai commencé par Valérie, permettez-moi de terminer par Apollinaire, mort il y a un peu plus d'un siècle, malheureusement de la grippe espagnole, faites attention quand même au Covid. Apollinaire qui écrivait « Jamais les crépuscules ne vaincront les aurores, étonnons-nous des soirs, comme ce soir, mais vivons surtout les matins. » Merci Philippe. Merci pour ce tour d'horizon de Valérie Apollinaire et du lithium à la boîte de conserve. Christelle Bory, patronne d'Eramet, vous êtes aux premières loges, bien sûr. De vue de votre loge, justement, ce monde de ressources rares, comment l'exploiter ? Alors, moi, je pense quand même que les ressources vont devenir de plus en plus rares parce qu'elles sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Effectivement, dans les chiffres que vous citez, il y a des réserves, ou plutôt des ressources, puisque les réserves, ce sont celles qui sont économiquement exploitables, mais en fait, il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément économiquement exploitables, et je reviendrai à la question du prix après. Alors, effectivement, dans cette question de produire dans un monde de ressources rares, ça commence effectivement par la production des matières premières. Et là, évidemment, l'industrie minière a un énorme rôle à jouer. Et chez Eramet, on s'est doté d'une raison d'être qui est dans nos statuts et qui est de devenir une référence de la transformation responsable des ressources naturelles de la Terre pour le bien vivre ensemble. Et on trouve pas mal d'éléments que je vais développer, qui est que on doit avoir une transformation responsable et elle doit être au service d'un bien vivre ensemble. Et pourquoi ? C'est parce que effectivement, la transition écologique, elle suppose une transition énergétique. Et cette transition énergétique que nous appelons tous de nos voeux, elle va consommer énormément de métaux.
énormément de métaux. Pour faire tout, on parle donc de voitures électriques. Une voiture électrique, c'est avant tout une batterie qui fait 40% de la valeur de la voiture. La batterie, c'est du métal, c'est des métaux. Électrifier l'économie, c'est beaucoup de cuivre. Faire une éolienne, c'est énormément de cuivre, de métaux rares, etc. Et j'en passe. Faire des bornes de recharge pour les voitures, c'est aussi beaucoup de métaux. Donc il va falloir, pour cette transition énergétique, énormément de métaux. Pour les métaux typiquement de la transition énergétique, on parle rien qu'à 2030, qui est demain, c'est une multiplication par 2 de la demande de nickel, par 3 ou 4 de la demande de cobalt et par 6 de la demande de lithium. Donc on parle de chiffres considérables, ce n'est pas des pourcentages, c'est des multiplications. Et pour le cuivre, qui est déjà un métal qui est produit en énorme quantité, on parle d'un doublement d'ici 2040. Donc on est vraiment sur des montants énormes. Et la bonne nouvelle, comme l'a dit Philippe, c'est que les métaux, c'est recyclable à l'infini. Donc contrairement au pétrole, qui, une fois qu'on l'a brûlé, il a disparu, les métaux, eux, on peut les réutiliser à l'infini. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Encore faut-il qu'on développe les technologies de recyclage, que l'on garde sur nos territoires la matière secondaire. Aujourd'hui, beaucoup de nos matières secondaires partent à l'étranger et partent notamment en Chine pour être affinées. Donc cette mine de surface qui est clé pour le futur, il faut savoir la garder chez nous. Mais ce qui est important quand même, c'est qu'il va falloir amorcer la pompe. Et avant qu'un métal puisse être recyclé, une batterie, ça a une durée de vie de 12 ans, un bâtiment, c'est plutôt plus de 50, etc. Donc, en fait, toute la montée en puissance de l'électrification de l'économie, ça va être avec des ressources primaires. On estime par exemple que pour les batteries, en 2030, seulement 15% des métaux nécessaires aux batteries viendront du recyclage et en 2040, 30%. En Europe, où on a quand même des capacités à recycler. Donc en fait, il va falloir beaucoup de matières primaires. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on les exploite de façon responsable. Et là, il y a des façons de faire. Et c'est vrai qu'en France, on a une vision de la mine qui est très germinale. La mine, c'est sale, ça détruit l'environnement, etc. Or, aujourd'hui, nous avons toutes les technologies, toutes les approches pour faire de la mine durable et responsable. On a le big data qui nous permet, et les géologues ont été les premiers data scientists en fait, et en fait avec beaucoup de données on arrive à aller chercher exactement ce qu'il faut dans le sol sans affecter l'environnement, sans pomper trop de la ressource en eau, etc. Avec, on a une approche de biodiversité, c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir, par exemple, on a ouvert un gisement récemment au Gabon. Pendant 18 mois, on a mis dans la forêt des caméras infrarouges pour voir où passaient les animaux. Et on a sanctuarisé 15% du gisement pour ne pas affecter les animaux, notamment qui étaient les espèces qui étaient protégées dans ces gisements. On réhabilite, on sanctuarise. On fait attention à l'eau et on développe des méthodes pour avoir de l'eau qui tourne en boucle et ne pas pomper sur la ressource hydrique. Donc effectivement, il y a des mineurs qui ne font pas bien ce travail, mais les méthodes existent. On peut les développer, on les développe pour des acteurs comme Eramet. Et puis il y a une autre dimension qui est absolument clé, c'est la dimension sociétale. Et cette dimension sociétale, c'est de plus en plus notre droit d'opérer dans les pays hôtes. On va dans un pays, on va extraire les ressources naturelles de ce pays. Et il faut que les populations y trouvent un bien-être, un mieux. Et non seulement celles qui travaillent pour nous dans les mines, qui sont bien payées, qui ont un accès aux soins, qui ont un accès à de la formation, mais toutes les populations qui sont autour. Donc on développe des économies alternatives à la mine, on fait des tas de choses, on fait de la culture du quinoa, on construit des usines de pavés pour faire les routes, etc., pour donner des métiers, de la formation, de l'économie qui ne soient pas seulement liés à la mine.
Et tout ce bien vivre ensemble, il est fondamental pour rendre cette exploitation des ressources naturelles totalement responsable. Donc c'est possible, c'est même indispensable. Mais pour terminer, je voudrais insister là-dessus, il est clair que ça va avoir un coût. Et on parle beaucoup d'inflation en ce moment. Il est clair que faire tout ce que je viens de vous citer, ça coûte plus cher que d'exploiter sans réhabiliter, sans s'occuper des populations, sans être frugal dans la façon d'extraire le minerai. Donc il y a une inflation structurelle que l'on embarque dans cette nouvelle façon d'exploiter, qu'il va falloir accepter, que le citoyen doit accepter, que le régulateur doit protéger, puisque aujourd'hui il faut éviter qu'il y ait du dumping environnemental et sociétal avec des matériaux qui rentrent notamment en Europe et qui ont été produits dans des mauvaises conditions alors qu'il est possible de produire dans des bonnes conditions. Et puis, il faut qu'on ait de l'innovation pour continuer à développer ces méthodes. Donc, en bref, faire de la mine responsable, extraire les matières premières de façon responsable, c'est possible. Je dirais même c'est indispensable. Mais il est clair que ça va coûter plus cher et il faut que nous y soyons collectivement préparés. Merci, Christelle. Merci pour cet exposé à la fois cristallin, optimiste quand même, et concis. Et nous nous rendons maintenant en Afrique du Sud. On va écouter Makoma Lekalakala, qui est la patronne donc, de la branche sud-africaine d'une ONG qui s'appelle Earth Life Africa. Et la voilà qui s'affiche. Bonjour, Madame Lekalakala. The floor is yours. Okay, good afternoon. Bonjour, merci de m'avoir invité à cette session. J'ai écouté les deux précédents orateurs et c'est vrai que j'ai un petit peu tremblé. La destruction climatique est à l'œuvre dans différents pays, dans différents continents, dans différents contextes. Beaucoup de personnes changent l'impact du changement climatique. En Afrique du Sud, nous avons connu des inondations et ces inondations sont une réalité, notamment dans la partie nord-ouest. Un peu plus au nord, il y a aussi des sécheresses et au Zimbabwe et au Mozambique, le changement climatique a engendré des dégâts colossaux. Donc, je pense qu'il ne faut pas continuer les choses comme nous le faisons. Avec le changement climatique, il faut changer d'approche. Si on ne menons pas bien des opérations de façon différente, nous allons au devant de l'extinction. Nous avons des modes de consommation qui utilisent beaucoup de combustible et les ressources se raréfient au fil du temps et je dirais que notre environnement et notre biodiversité connaissent la destruction, si bien que cela se traduit par des violations majeures des droits humains. Nous avons beaucoup moins de ressources. Nous souffrons d'une pénurie de ressources et dans le même temps, il faut continuer à extraire des minerais, il faut continuer à produire, mais il y a un déséquilibre à l'œuvre parce que je pense qu'il faut prendre soin de la nature lorsque nous voulons produire. Il faut respecter la culture et les traditions des peuples. Nous sommes dans des situations différentes. L'un des orateurs, l'un des intervenants a fait savoir que certaines communautés ne veulent pas exploiter leurs mines ou les mines dans les régions où ils se trouvent parce que
Ils veulent respecter leurs traditions et leurs traditions sont en lien avec la nature. Donc pour ces personnes, c'est très difficile d'exploiter des mines et des carrières dans des zones où leurs ancêtres sont nés. Donc en réalité, si vous voulez exploiter une mine, si vous voulez construire des infrastructures, si vous voulez construire des choses, il faut prendre en considération le destin et la vie des personnes. Les personnes vous disent ne touchez pas à cet endroit parce que cela mène bien à la surconsommation et cela mène à la destruction de la biodiversité. Moi, je travaille dans une province septentrionale de l'Afrique du Sud. C'est la région Bamba. C'est l'une des régions les plus riches en matière de biodiversité dans le pays. Et des entreprises, des zones économiques spéciales ont été mises en place. Et dans ces zones économiques, vous avez l'exploitation des mines et vous avez aussi une centrale à charbon. Et donc, si on veut exploiter cette zone où il y a plus de 100 000 baobabs qui sont en voie d'extinction, il y a aussi 100 000 autres espèces d'arbres qui sont des nutriments pour les personnes qui sont dans ces zones. Alors, tous ces arbres qui représentent près de 8 000 hectares, si ces arbres sont déracinés, alors je dirais que ces arbres ne pourront pas être replantés dans d'autres zones et donc ces arbres vont mourir. Mais ce n'est pas simplement une question d'arbres, c'est aussi une question de tradition des peuples. C'est aussi une question de vie et d'existence de ces personnes qui vivent là depuis longtemps et leurs ancêtres y sont nés. Il y a une question d'équilibre d'écosystèmes, il y a aussi beaucoup d'animaux, il y a aussi des questions qui sont liées à l'eau. Et donc, en fait, on déracine les personnes avec toutes ces exploitations. On pense à la croissance économique, on pense à la production souvent, mais il faut prendre en considération toutes ces questions, tous ces enjeux. Nos systèmes de production ne doivent pas détruire. En fait, il a été dit par l'intervenante que nous devons repenser les choses, la façon dont nous faisons les choses. Je suis d'accord avec vous, c'est qu'il faut réutiliser, recycler, réduire, mais aussi refuser toute matière première qui n'est pas recyclable, qui n'est pas réutilisable. Et bien sûr, il faut éviter la destruction de la nature parce que la destruction de la nature se traduit par la transgression des droits humains. On parle de production sage des ressources, mais comment allons-nous y parvenir? Est-ce que l'on veut dire que l'on va réduire l'exploitation des mines? Mais en fait, souvent, on détruit la culture des personnes, on viole les droits humains des personnes, on met à mal la tradition des personnes et souvent on ne prend pas en considération tous ces éléments, toutes ces dimensions. Donc, dans ce monde où l'on produit et où les ressources sont rares, je pense que cela mettra en difficulté les êtres humains.
Il faut prendre en considération les questions sociales et environnementales parce que plus nous produisions, plus nous allons à volo. Et je pense qu'il faut prendre en considération toutes ces questions environnementales. Alors il faut changer les choses, sinon la planète va disparaître ou va connaître l'extinction. Merci. Merci à vous. Thank you very much. Je retiens quand même une phrase très forte que vous avez dite. Recycler, réutiliser, très bien, mais aussi refuser. Hein. Et il y a là un message très fort qui enrichit nos débats. Je me tourne maintenant vers Monsieur Puig, qui est le patron d'une entreprise d'agro-industrie, bien sûr le groupe Avril, et qui va lui-même nous faire part de ses réflexions sur la rareté des ressources qu'il constate bien sûr dans ses métiers. Oui, bonjour à tous. Donc la question qui est posée sur cette table ronde, c'est comment produire dans un monde de ressources rares, sachant que, l'Europe est vraiment dépendante sur le plan énergétique et sur le plan protéinique. 2, il y a le conflit ukrainien qui révèle ces dépendances en faisant exploser les prix, et que finalement, avec la transition climatique, on a besoin de faire des choix politiques qui soient drastiques et courageux. Alors, premier point, concernant la dépendance de la France et de l'Europe, je ne vais pas faire, Philippe Chalmin le ferait beaucoup mieux que moi, l'ensemble des chiffres, mais juste 2 exemples. Sur le diesel, par exemple, ça correspond à la moitié de la consommation de carburant en Europe, mais le diesel, c'est 75% de la consommation en France. Et l'Europe importe 20% de sa consommation de diesel, et sur ces 20%, il y en a 40% qui proviennent de la Russie. Voilà pour le diesel, pour planter le décor. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est la protéine. La protéine qui est nécessaire à tout le monde, mais surtout la protéine végétale, utilisée notamment pour la nutrition animale. C'est un peu le même constat. C'est-à-dire que même si la France est mieux lotie que ses voisins, on importe un petit peu moins de la moitié de nos besoins, alors que l'Europe, elle, importe 2/3 de ses besoins. Voilà. Donc on a pris conscience de ces dépendances de manière assez douloureuse avec le conflit ukrainien, puisque à partir du 24 février, on a assisté à une augmentation drastique du prix de l'énergie, évidemment, mais aussi de toutes les matières agricoles, lesquels prix étaient déjà élevés à la fin de 2021, puisqu'il y avait une demande très forte liée à la consommation. Pour ce qui est des matières agricoles, à un dérèglement climatique qui a fait qu'on avait moins de production au niveau mondial. Et en fait, la crise a agi comme un catalyseur, en fait, et il y a eu une flambée des prix, je dirais, sous 4 chocs simultanés. Le choc de l'offre. Donc moins évidemment d'offres, puisque 30% des exportations mondiales de blé proviennent de la mer Noire, 60% des exportations de tournesol viennent de la même zone. Donc effectivement, baisse de l'offre, choc des prix, ça c'est assez classique, vous avez moins d'offres, les prix augmentent, qui en plus a été amplifié par une financiarisation de tous les prix des matières agricoles. Donc on a assisté à une augmentation de prix drastique, que ce soit des prix agricoles ou des prix énergétiques. On a eu un choc de la supply chain. Vous avez l'ensemble des produits qui arrivent de la mer Noire et vous n'arrivez pas à les sortir. Il y a aujourd'hui 20 millions de tonnes qui sont bloquées en Ukraine. Difficile de penser à les sortir en ce moment. Et puis choc de la demande, alors ça c'est plus, je dirais, ponctuel, même si la demande est dans l'agroalimentaire tout à fait classique, ça ne bouge pas du jour au lendemain. Peur de manquer, achat de précaution, et évidemment on a trouvé des rayons assez vides, mais c'est ponctuel. Bon, on a pris simplement conscience que vraiment dans la douleur, on avait des dépendances, on avait des déséquilibres, et pourtant Philippe on parlait tout à l'heure, le mot qui après la crise Covid revenait le plus souvent, c'était souveraineté. Donc tout le monde veut travailler sur la souveraineté. On pense quand même que pour remédier à ces déséquilibres, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut faire les choses en même temps. Si je prends l'énergie, il faut effectivement développer l'énergie renouvelable le plus vite possible, le plus possible, et il faut le nucléaire. Pour l'agriculture, il faut développer une agriculture respectueuse de l'environnement, mais il faut qu'elle soit plus productive. Donc c'est le et.
Nous, en France, je dirais, et en Europe, on a une position qui est un peu plus privilégiée. On entendait Madame en Afrique. L'instabilité, je dirais, économique, elle va venir des pays du Sud, elle va venir des pays en développement, parce que les pays qui n'ont ni énergie, ni matières premières, qui doivent acheter au prix qui sont aujourd'hui très élevés, vont avoir énormément de problèmes et ça va créer effectivement de l'instabilité au niveau mondial. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de faire des choix politiques et des choix qui sont difficiles par rapport à cette tension. Historiquement, si on se rappelle les transitions précédentes, les transitions ont été drivées par finalement le progrès technologique, par la vapeur, par l'électricité, par le numérique. Et finalement, ces transitions, elles s'imposaient d'elles-mêmes parce qu'elles contribuent au progrès social. La transition climatique, c'est complètement différent. La transition climatique, elle doit être imposée par le politique. C'est un choix difficile, et c'est un choix qui va avoir des impacts sur nos modes de vie. Et ces choix politiques difficiles, ils doivent être dans la continuité, comme je le disais, et ce n'est pas forcément ce qu'on a vu dans le passé, qui était la qualité première de nos politiques. Donc il y a des vrais changements à faire. Alors, quand je viens maintenant au groupe Avril, bon, le groupe Avril, il a pris conscience il y a quelques années du manque de protéines. En 1973, pour les plus anciens, il y a eu un blocage d'exportation de la protéine des États-Unis et l'Europe a manqué de protéines. À l'époque, l'Europe importait 90% de ses besoins de protéines de l'Amérique. Donc le monde agricole français s'est dit non, mais c'est pas possible, et donc il faut se structurer. Et donc le groupe a été créé pour développer les huiles et protéines en France, en Europe, évidemment, et avec un modèle qui est unique au monde, puisque finalement le modèle ne reverse pas de dividendes, et tout l'argent qui est fait dans le groupe Avril est reversé dans le développement de la protéine en France. Alors la conclusion de cela, on a développé le colza. À l'époque, il y avait quelques centaines de milliers d'hectares de colza. On est monté jusqu'à 1,5 million d'hectares de colza en France. Donc c'est du tourteau, c'est de la protéine non OGM, qui sert évidemment à nourrir les animaux. Et c'est aussi de l'énergie verte, puisque le coproduit du colza, finalement, c'est de l'huile qu'on transforme en énergie. Et cela, ça a effectivement diminué la balance énergétique économique de la France, puisque chaque fois que vous avez du biodiesel, vous économisez 60% de gaz à effet de serre. Voilà, donc la situation, elle nous oblige, avec ce que je viens de dire, d'accélérer le mouvement. On a bien fait, je trouve, ces quelques dernières années, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus vite, il faut aller plus loin. Donc le monde agricole français s'est engagé à développer le tournesol, on en manque, de passer de 700 000 hectares à 900 000 hectares dans les 2 prochaines années. On développe le végétal, on suit ce que veut le consommateur. Le consommateur consomme, en tout cas en Europe, un peu plus de végétal. Donc nous sommes en train de démarrer une usine à Dieppe, qui va être la première usine du monde, qui est faite avec DSM et qui fait la protéine issue du colza. Alors pour conclure, en fait, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi travailler sur l'innovation. Parce que sans innovation, on n'ira pas suffisamment vite, on n'ira pas suffisamment loin. Améliorer de l'amont, de la semence aux intrants agricoles, à la supply chain, jusqu'à l'aval de la production. Et ça, c'est essentiel d'augmenter notre investissement dans l'innovation. Donc chez Avril, pour conclure, notre raison d'être, c'est servir la terre. Ça nous engage, ça nous oblige. Et cette raison d'être, c'est aussi pour nous une raison d'agir face aux 3 transitions essentielles que sont la transition alimentaire, la transition agricole et la transition énergétique. Merci. Merci Jean-Philippe Puig. Merci à vous. Je me tourne maintenant vers Patrick Bléton, qui est le président exécutif de la SOR, acteur dans le domaine de l'eau. L'eau, bien sûr, ressource rare déjà sur certains coins de la planète et en voie de le devenir dans les autres. Oui, donc l'avantage de l'eau, c'est que c'est le bien qui nous unit un petit peu tous dans toutes nos productions. On n'en parle pas beaucoup, vous avez pu le constater lors des dernières COP. L'eau n'était pas au centre du débat. J'espère qu'elle le sera à la COP 27 et à la COP 28. Mais je voudrais surtout revenir sur quelques chiffres, et je pense qu'il est important d'avoir quelques chiffres en tête. Aujourd'hui, l'eau dans le monde, c'est 70% pour l'agriculture, 20% pour l'industrie et 10%, je dirais, pour le domestique.
Souvent, on se focalise sur ces 10% de domestiques en oubliant un petit peu, je dirais, les grands axes sur lesquels on doit travailler pour le futur. En France, c'est 50% pour l'agriculture. Mais je vais vous donner d'autres chiffres parce que je pense qu'on n'a pas toujours conscience de la rareté du sujet lié à l'eau. Une paire de jeans, je dirais, c'est 7000 litres pour faire un jean. On parle de 1500 litres pour faire un ordinateur portable. Et on parlait de nourriture à l'instant pour faire le lien un petit peu à ce que vous disiez. Pour 1 kilo de blé, donc on est à 1500 litres d'eau nécessaire pour faire 1 kilo de blé dans le monde. Donc je crois que les enjeux majeurs aujourd'hui sont là. On parle beaucoup de choses conjoncturelles avec l'Ukraine. Je pense que l'Ukraine, il y a différents sujets. Il y a le sujet de l'Ukraine et de ce qui se passe, je dirais, au niveau peut-être des réserves qui n'arrivent pas à destination. Je pense qu'il y a eu un sujet inflationniste et spéculatif avant l'Ukraine, sur les coûts des matériaux et des matières premières. Donc ça, je pense qu'il faut aussi le reconnaître. Mais le sujet conjoncturel de l'eau, c'est que l'eau est une rareté qui est en train d'être une réalité. On fait face à cette réalité. Et il est important pour nous d'en prendre conscience. Donc je ne vais pas prendre un côté militantiste sur ce sujet-là vis-à-vis de tout le monde. Mais si vous regardez la carte de France aujourd'hui, il y a une évolution sur 10 ans qui est assez inquiétante. Plus de 35 départements, je dirais, à fin mai, étaient sous contrainte hydrique. Et ça, ce sont des choses qui sont des réalités. Et à peu près 1,5 milliard de personnes souffriront de problèmes d'eau en 2030. Donc les statistiques sont là et nous montrent que nous devons changer nos comportements. Trois axes, je dirais, sur les changements de comportement. Il y a un axe, bien sûr, lié au monde agricole. Et je pense qu'on a un sujet, je dirais, profond de changement culturel à travailler avec le monde agricole et notamment aussi avec les industriels liés dans l'alimentation. On a les grandes, je dirais, tendances d'urbanisation dans le monde avec la création des mégapoles qui sont là. C'est une réalité. Donc la population augmente et on doit nourrir cette population. Et je pense qu'il y a un rôle important sur la qualité, notamment utiliser l'innovation digitale pour aider le monde agricole à utiliser l'eau à bon escient et dans des quantités, je dirais, nécessaires et non pas sans contrôle. Puisqu'aujourd'hui, on le sait, parfois, donc, il y a le monde agricole puise dans des nappes phréatiques qui pénalisent les collectivités locales. Le deuxième sujet, il est au niveau, je dirais, de l'industrie. Aujourd'hui, les acteurs industriels sont les premiers à rentrer sur l'économie d'eau et à prendre des mesures et investir, je dirais, pour pouvoir gérer cette eau. Et il est très important de les accompagner. Notamment, on a une activité, je dirais, importante jouée dans le monde, y compris dans d'autres pays. Et le troisième grand axe, c'est donner accès à l'eau à l'ensemble des pays qui n'ont pas forcément accès à l'eau. Et là, il y a deux sujets. Il y a le sujet de l'accès, et on a pu voir récemment, notamment en Asie, un autre sujet qui est la montée des eaux, donc le changement climatique, où on se dit comment allons-nous protéger Singapour, par exemple, pour les 20 prochaines années sur la montée des eaux. Donc on voit très bien qu'il y a un grand changement de tendance sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on est aux Journées économiques d'Aix. Les acteurs économiques sont là et je pense que je suis intimement convaincu que la transition climatique et je dirais le travail sur le stress hydrique passera par les entreprises et passera par la finance, notamment à travers l'émission de Green Bonds. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui se refinancent sur les Green Bonds et qui prennent des engagements factuels, je dirais des KPIs factuels sur lesquels on s'engage à l'économie. Beaucoup de collectivités sont sur ce sujet-là. Et nous devons continuer d'associer la finance aujourd'hui au monde, je dirais, à ces ressources rares sur lesquelles on doit s'engager. Et je pense qu'elles nous accompagneront. Et on le voit aujourd'hui, il n'y a pas un seul deal, je dirais, qui se fait aujourd'hui avec un fonds d'investissement sans une véritable stratégie environnementale, sans des résultats environnementaux et sans des prises de position très fortes. Merci à vous. Dernier intervenant avant peut-être de demander un mot de conclusion à Philippe. Nous nous tournons vers la Chine et nous allons écouter M. Zhang Weiying, qui est économiste, professeur à l'université de Pékin. Good evening, Mr. Zhang. Thank you for being here. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est très tard à Beijing. Vous avez 7 minutes. Je voudrais soulever les points suivants. La rareté des ressources est établie il y a une dynamique dans le long terme. Les ressources sont importantes
et ne sont pas exogènes. L'histoire démontre que les ressources avec une valeur économique nécessitent un contrôle. Il y a 150 ans, le pétrole était une ressource abondante. Des choses naturelles n'étaient pas encore des ressources, mais aujourd'hui sont des ressources avec beaucoup de valeur. Quand quelque chose devient une ressource, certaines personnes peuvent trop tirer sur les ressources. Et en ce qui concerne le pétrole, c'est le cas. La productivité de chaque ressource est importante. En Chine, on essaye de monter des structures pour mieux équilibrer le régime alimentaire entre les aliments. En Chine, on a des terres arables limitées, cultivables limitées, mais une grande population. Et il ne faut pas manger trop de viande dans ces cas-là. La consommation de porc en Chine a augmenté de 200% de 1978 à 2018, sans causer des pénuries de blé, de céréales. Il faut prendre en compte la valeur des ressources, le volume produit de la ressource chaque année. Et est-ce qu'on peut substituer une ressource pour une autre? Ça dépend de la connaissance que l'on a. Il faut travailler pour réduire la pénurie des ressources. En 1850, c'était le charbon et en 1960, c'était le pétrole et le gaz. Tout ceci est survenu, ces changements sont survenus à cause de nouvelles technologies. Dans les années 1920, beaucoup de ressources, le bois américain n'était pas utilisé pour faire du bois, mais la technologie s'est améliorée dans les années 1920, qui ont été utiles pour créer la pulpe de papier. Et dans les années 1950, ça représentait 50% de la production de pulpe aux États-Unis. La technologie a créé davantage de ressources. Mon troisième point, c'est l'innovation dépend des entrepreneurs. Je comprends les entrepreneurs, ils sont plus importants pour l'innovation. La connaissance de la technologie est vitale. Les entrepreneurs sont motivés pour trouver de nouvelles ressources. Et quand les ressources sont en pénurie, ils utilisent de l'innovation pour les développer.
grâce à l'innovation des entrepreneurs, on peut augmenter nos volumes de ressources. Nous devons néanmoins protéger l'écosystème. Malheureusement, aujourd'hui, il y a trop de politiques anti-entreprise, anti-business qui empêchent les entrepreneurs de vraiment innover. Mon quatrième point, on peut contraindre l'utilisation des ressources pour rendre l'utilisation des ressources plus productive. Et il faut davantage explorer de nouvelles ressources. Ce qui se passe en Ukraine montre les défis pour la sécurité que les conflits il est important d'établir une vraie application de la loi au niveau international. Time is running, unfortunately. Will be induced. This is not good. My last word, I'd like to draw your attention. Il y a un économiste français célèbre dans le 19e siècle qui a dit Do not cross frontier. Army will not. I think this is still valuable. C'est une question de traverser les frontières par les armées. Malheureusement, je n'ai pas entendu la citation. Sharing your views on... Merci d'avoir partagé vos opinions sur la rareté. Notre session, mon cher Philippe. Nous comptons sur vous pour enturer la substantifique moelle en 2 minutes pile. Écoute, il y a quand même une chose. Entendre un économiste chinois, même si c'est le Hayek chinois, citer Bastiat, dont on disait qu'il était le seul économique français que George Bush Jr. avait lu. Je vous rappelle, Bastiat, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est la supplique des fabricants de chandelles pour protester contre la concurrence du soleil. Bon, donc j'avoue que je n'ai pas totalement compris ce qu'il racontait sur Bastiat, mais c'est quand même intéressant. Moi, ça me faisait penser à une autre situation, cette fois-ci d'Éluard, qui disait qu'il ne faut jamais regarder hier avec les yeux d'aujourd'hui. En vous écoutant, je me disais qu'il ne fallait pas imaginer demain avec les technologies d'aujourd'hui. Votre défi à tous les trois, c'est incontestablement celui des évolutions de technologie. Alors peut-être, Monsieur Bléton, moins que les autres, parce que l'eau, on en aura toujours besoin, même si j'espère, en particulier avec les biotechnologies, que l'on arrive à limiter la demande hydrique de l'agriculture. Mais pour le reste, vous vivez dans des univers, et c'est ça qui est important. Certes, les ressources sont rares, mais nous ne savons pas ce que seront demain les véritables produits stratégiques. Nous ne savons pas, est-ce que demain vous pourrez nous biosourcer des matériaux et à la limite concurrencer un certain nombre de métaux? Est-ce que demain les batteries utiliseront encore du lithium? Est-ce qu'il n'y aura pas une génération suivante? C'est ça toute l'incertitude, me semble-t-il, dans lequel vous vous trouvez. Vous avez des ressources rares, mais nous sommes dans un monde de l'incertitude et marqué aussi, parce que Jean-Philippe Puig en a dit un mot, marqué aussi de l'instabilité, donc de la spéculation. N'oubliez pas que spéculer, speculare en latin, c'est anticiper. C'est là fondamentalement le rôle des économistes. Merci à vous.